Alors maintenant, on va voir le dernier chapitre que je voulais vous présenter ce soir, qui est la lumière artificielle en vidéo sous-marine. Alors, un point important, ceci ne fait pas partie du cursus PV1. Il est fait en complément. Parce qu'on sait que même en PV1, eh ben, on va être équipé avec un phare et qu'on va vouloir prendre d'aussi des plans avec le phare. Donc, autant tout de suite avoir des bonnes idées sur l'utilisation du phare. Donc, c'est intéressant de connaître ce chapitre, d'avoir les éléments, mais ça ne sera pas pris en compte dans le montage. Dans le montage, on ne prend que des plans en lumière naturelle, même si vous rajoutez des plans bien éclairés. Ça fera que compléter, enrichir le montage, mais ça rentrera pas dans la ligne de jugement sur, sur le montage pour vous attribuer le PV1. C'est ce que j'ai indiqué. Ce module complémentaire est optionnel au PV1. Le but, en fait, c'est déjà de nous orienter vers le choix de notre éclairage. Il y a plein de lampes, de phares, on dit des phares, on dit des lampes d'ailleurs, je sais pas trop, c'est quoi la différence. Euh, et puis comment après je peux utiliser pour qu'effectivement ça soit intéressant sous l'eau, que ça m'apporte, que ça mette en valeur le sujet. C'est ce qu'on veut, que ça fasse des belles images. Donc c'est vraiment l'objectif de ce cours. Pour ça, on va voir 5 chapitres. Déjà, comprendre un petit peu le type d'équipement, ben, ce qu'on peut utiliser avec, ce qui est intéressant d'utiliser avec, comment, si on choisit un éclairage, quels sont les points qu'on va regarder sur l'éclairage pour voir s'il est adapté, parce que c'est pareil, hein, vous verrez, les éclairages, il y en a à tous les prix. Est-ce que si je prends quelque chose qui a un prix très attractif, je vais automatiquement me planter? Quelles seront ses limites? Dans quel cas je ne dois pas le prendre? Est-ce que je dois tout de suite passer sur un éclairage très très onéreux? Quels sont, voilà. Donc, il faut arriver à juger ces éléments-là. Après, ben, comment je prépare mon matériel? En fait, on va apprendre à le manipuler en dehors de l'eau. Il y a des boutons. Et ces boutons permettent de modifier l'éclairage et il faut savoir le faire facilement. Sous l'eau, tout est toujours plus compliqué. Donc, il faut vraiment apprendre à bien le faire en sortie de l'eau plutôt que sous l'eau. Et puis ensuite, eh ben, le positionnement de ces éclairages par rapport au sujet que l'on prend. Dès qu'on est sous l'eau et qu'on a cette baisse de luminosité et cette baisse de couleur, il faut amener de la lumière blanche, de la fausse lumière du soleil, hein, de la lumière blanche, pour pouvoir revoir les couleurs des éléments. C'est quelque chose qui est indispensable pour pouvoir restituer l'ensemble de ces couleurs. Alors déjà, sur le plan du matériel, qu'est-ce qu'on a? On a peut-être une GoPro, ça prend des très belles vidéos, c'est très performant, mais c'est vrai que voilà, euh, c'est c'est tout de suite tout est vert, hein, bleu, voilà, c'est pas facile. Ou alors on a un APN avec une option vidéo qui est intéressante, c'est bien de la gamme des TG, mais ça peut être un smartphone. C'est marrant parce qu'il y a marqué smartphone. Je pensais avoir tapé smartphone, donc c'est une petite erreur à corriger. Parfait. Un smartphone, un hybride, un réflexe. J'ai pas marqué caméra. On va se dire, je veux faire la vidéo sous l'eau, j'ai machine caméra. Je dirais qu'aujourd'hui, sauf peut-être dans des conditions professionnelles tout à fait particulières, on n'utilise pas de caméra sous. Il n'y a pas longtemps, quand on n'avait pas encore des vidéos numériques, on avait les caméras mini DV qui enregistraient sur des bandes magnétiques, qui enregistraient un signal numérique sur les bandes magnétiques. Hein. C'était des caméras, c'était fait pour ça. Bah, maintenant, tout ce qui prend des photos prend des vidéos. Donc, on va prendre quelque chose qui prend de la photo, il va prendre de la vidéo. Qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir une lampe d'explo. Alors, c'est dommage, je voulais amener une lampe d'explo pour faire un test et j'ai oublié de la prendre, mais c'est pas grave. Vous ferez le test vous-même, je vous l'expliquerai. On va avoir des phares vidéo et puis on va avoir des platines et des bras. Donc, tout ça, c'est l'équipement, en fait, dont on va avoir besoin à mettre en place. Alors, sur les lampes, les phares. Alors, les phares d'explo, déjà, il y a des phares d'explo où on peut régler la largeur du faisceau parce qu'il nous faut une lampe avec un faisceau large qui balaye le plus large possible. Et si vous avez un phare d'explorateur, un phare d'explo, généralement, il a un faisceau concentré pour nous aider à voir ce qu'il y a dans les failles, sous les rochers et ainsi de suite. Prenez-le, mettez-vous
d'en face d'un mur blanc, éteignez tout, allumez votre phare en phare explos, c'est-à-dire que son faisceau étroit, et puis vous l'agrandissez. Et le faisceau va s'élargir. Vous allez voir sur quelle distance il s'élargit. Et vous allez essayer de bien regarder si le blanc de la lumière est réparti de la même manière. Or, ce qui se passe, la plupart du temps, les phares d'explos, on peut changer comme ça l'angle de balayage, il y a ce qu'on appelle un point chaud, c'est-à-dire que la lumière est plus forte au milieu que sur les bords. Et ça, c'est pas bon. On veut vraiment une lumière qui soit bien répartie. Le soleil il éclaire partout d'une manière indifférente. Là où il éclaire, la lumière est bien répartie. Ben, c'est ce qu'on veut. Donc ça, vous pouvez le tester avec votre phare d'expo si vous en avez un qui permet d'avoir cette option d'éclairage large pour la vidéo. Ensuite, en phare vidéo, bon, il existait plein de types de phares avec des grosses batteries. J'aurais pu vous en montrer. Là, j'en ai un dans une caisse. Maintenant, on n'a que des phares à LED. Il n'y a plus de lampes halogènes. Ça consomme peu d'énergie, ça fait une lumière blanche de très bonne qualité, ça pèse beaucoup moins lourd, ça pèse beaucoup moins cher. Alors, il y a différents types de phares. Euh, il y a des phares annulaires. Hein, souvent, des personnes qui ont acheté un TG6 ou un TG7 maintenant vont avoir un phare annulaire. Alors, le phare annulaire, ça donne une lumière qui est tout autour de l'objectif. Ça va être très très bien pour de la macro. Mais sorti de la macro, on va pas utiliser ça parce que ça va éclairer en frontal toutes les particules et donc on va voir toutes les particules très très vite. Donc à part la macro, les flashs annulaires, c'est pas intéressant, puis c'est de faible puissance, donc ça va pas éclairer suffisamment. Après, dans les petits phares à l'heure actuelle, à LED, il y a, il y a des phares mono LED et des phares multi LED. Donc soit on voit plein de rangées de petites LED, soit on ne voit qu'un seul LED. Il semblerait que la lumière émise par les phares mono LED est de meilleure qualité. Et puis après, on a ces phares qui ont soit une vitre plate devant, soit un genre de demi-sphère, hein, comme un petit hublot devant. À quoi ça sert? Mais en fait, l'idée, c'est d'agrandir, d'élargir le faisceau lumineux et de le rendre très progressif. Donc, ça peut être intéressant, effectivement, d'avoir un phare avec ce type de bulbe devant pour, je dirais, élargir, diffuser l'ensemble de la lumière. Mais forcément, plus il y a d'options et les prix changent. Donc ça, c'est sur les types, je dirais, d'éclairage qu'on va voir. Mais ce qui est important, c'est au niveau d'un phare, vérifier effectivement quel est son degré Kelvin, la qualité de son blanc. Ben, c'est pas la qualité, c'est la valeur de son blanc. Est-ce que c'est un blanc plutôt du soir ou un blanc plutôt du midi? Eh bien, normalement, un phare doit être réglé à 5000 Kelvin. C'est effectivement ce qu'on prendra comme phare sous-marin. Après, on peut avoir des phares où on peut régler le degré Kelvin. Alors, plus on a d'options, encore une fois, plus le phare vaut cher. Donc, c'est un élément qui va entrer dans le prix. Vérifiez bien à quelle profondeur vous pouvez emmener votre phare. À l'heure actuelle, la majorité de ces phares-là sont donnés pour 60 mètres, voire 100 mètres. Donc, j'espère que vous n'aurez pas à aller à 100 mètres. 60 mètres, bon, ça peut arriver. Si on n'est pas, pourquoi pas. L'autonomie est importante. Alors, on a des phares avec des batteries intégrées ou on a des phares avec des batteries que l'on peut remplacer. À voir pour vous ce qui est le plus pratique. Moi, j'aime bien les batteries intégrées parce que ça fait moins de manipulation, ça fait moins de choses à transporter. Voilà. Mais dans ce cas-là, effectivement, c'est important de voir l'autonomie. Alors, il y a une autonomie souvent qui est donnée par le constructeur à pleine puissance, à moyenne puissance, parce que souvent, les phares à LED ont au moins deux valeurs de puissance. Plus il y a de valeurs de puissance, plus c'est intéressant, plus on pourra régler le phare, forcément, plus le phare vaudra cher. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en compte aussi. Mais après, c'est quelque chose à vérifier. Parce que si on vous indique 2 heures à pleine puissance, bah, vous chargez votre batterie, vous mettez votre phare dans la baignoire, vous l'allumez, puis vous passez tous les quarts d'heure, puis vous voyez où il en est. S'il tient 2 heures, tant mieux.
C'est-à-dire que vous pouvez faire 2 plongées facilement avec. S'il tient que 3/4 d'heure à pleine puissance, bah, c'est que ce qui était indiqué n'était pas tout à fait la réalité. Malheureusement, ça peut être le cas. Il faut vérifier ces éléments. Et ensuite, on a l'IRC. Alors, qui connaît l'IRC? Si vous connaissez, vous mettez votre pouce en l'air. Parfait. Alors, l'IRC, ça va être en fait la qualité du blanc que donne le phare. Je vous ai dit que le blanc, c'était toute une succession de fréquences. Il y a plein de fréquences. Eh bien, les LED de très de très bonne qualité vont être capables de sortir quasiment toutes les fréquences qui constituent le blanc. Mais il y a d'autres LED de moins bonne qualité ou peut-être moins chères qui vont pas sortir toutes les fréquences. Donc l'IRC, on appelle ça l'indice de restitution des couleurs. C'est en fait, est-ce que je suis capable de restituer toutes les fréquences qui constituent le blanc? Donc on parle en pourcentage. Et une lampe qui a un IRC de 85, c'est-à-dire qu'elle est capable de ressortir 85% de toutes les fréquences qui constituent le blanc. C'est le minimum qu'on utilise en plongée. En dessous, on considère que ce n'est pas un blanc de bonne qualité. Donc, vérifiez l'IRC de la lampe que vous achetez. Il faut qu'il soit supérieur à 85. D'ailleurs, c'est quelque chose que vous pouvez vérifier facilement. Je suis tout de suite à toi, Bruno. Euh, Si vous allez en grande surface ou à un marchand de matériaux ou autre chose, il y a des ampoules des maisons. Il y a la chaleur, la température en degrés Kelvin qui est indiquée. Et donc, on a des ampoules qui sont plutôt blanches ou plutôt jaunes. Pour le salon, peut-être un peu jaune, c'est plus chaud. Pour la salle de bain, plutôt blanc parce qu'on voit mieux les détails. Mais aussi, sur les ampoules, il y a marqué l'IRC, c'est-à-dire c'est la qualité du blanc. Donc, c'est des choses qui font partie de la vie commune, qu'on ne connaît pas forcément qui est là. Et nous, c'est important sous l'eau. Bruno, tu avais une question. Oui, l'IRC est pas toujours indiqué en fait. Il faut le demander. S'il Ouais, n'est pas indiqué, c'est pas, ça veut dire que c'est il y pas a des terrible. marques, il y a des marques qui le donnent très peu. Bah, tu Tu vois, demandes, les ampoules en grande surface le donnent. ouais, tu Donc, il n'y a pas de regardes, raison que les phares ne le donnent pas. tu regardes Bersub, Ouais. d'un site à l'autre, le même phare, il va avoir une IRC différente. Ah, là, il faut interroger Bercy directement. Ouais, enfin, j'ai pas fait, hein, mais j'ai constaté. Et il y a d'autres marques qui le donnent très très peu. Des marques très connues, hein. OK. C'est un point important malgré tout. Ouais, tout à fait, je suis d'accord. Bon, ça, c'est une illustration sur l'URC. C'est pas très facile à illustrer, mais grosso modo, eh bien, l'image qui est à droite, on sent que les couleurs sont moins vives. C'est qu'en fait, comme il n'y a pas tous les rayonnements, ben, il y a des couleurs qui ressortent pas bien parce qu'elles sont pas bien éclairées. Alors que l'image de gauche, comme on a un IRC de 95, on a 95% des rayonnements du blanc, eh bien, il y a à peu près tout qui ressort. Oui, En, Bruno. en voyant tes images, j'ai l'impression de voir une pub pour un phare chinois. Parce qu'ils font souvent ce genre de truc. Et ils se mettent tous à une IRC de 90, 92. C'est J'ai, possible. j'ai un C'est peu de doute possible. quand même, parce que la qualité des LED, quand même, nécessite un certain prix. Oui, oui, mais bon, dès que c'est au-dessus de 85, on va considérer que Ouais, c'est une lumière blanche de qualité suffisante. Après 100%, c'est sûr que ça va être des LED qui vont être très chères. ouais, parce que même Keldan, ils sont à 92, 95, qui est une marque assez chère, quand même, assez onéreuse. Ah, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Donc, votre phare, vous le déballez, vous chargez les batteries, vous le testez, regardez déjà si l'étendue du faisceau est ce que vous attendiez. Normalement, je n'en ai pas parlé, mais la plupart des lampes vidéo ont un angle qui est de 120 degrés, qui tourne 120 degrés. Hein, aux alentours de 120 degrés, ce qui permet effectivement d'éclairer. euh, Comme de toute façon, on ne va pas éclairer très très loin sous l'eau, eh bien, il va falloir se rapprocher relativement près de la scène, des objets, à moins de 2 mètres. Et quand on est à moins de 2 mètres, avec un angle de 120 degrés, on va pouvoir éclairer l'ensemble de la scène. Donc ça, c'est un élément à prendre en compte. Apprenez à le mettre en route, à l'arrêter, à choisir différentes puissances. Faites ça en dehors de l'eau, hein, parce que les manipulations ne sont pas toujours évidentes quand on les fait dans l'eau. Donc apprenez à le manipuler en dehors de l'eau.
Il y a même beaucoup de phares qui ont des lumières rouges et des lumières bleues qu'on va aussi utiliser sous l'eau pour s'approcher de certains animaux. Apprenez à manipuler les boutons pour pouvoir justement changer votre faisceau. Rouge, bleu ou pas, ou flash, pourquoi pas, hein, si on a besoin de prévenir de quelque chose. Vérifiez bien comment vous allez fixer votre lampe à l'ensemble de votre assemblage et éventuellement, si vous pensez que peut-être il y a un risque, amener une sécurité supplémentaire à l'aide d'un petit bout, d'une petite cordelette qui va assurer le phare sur le bras si jamais le clamp se dévisse, par exemple. Et vérifiez bien comment il doit être entretenu lorsque vous cessez vos plongées et comment vous allez le garder propre longtemps lorsqu'il sera au sec. Donc c'est comme tous les boîtiers, il faut penser à bien le dessaler. C'est quelque chose qui est quand même très très important. Alors, il y a une chose aussi qui est importante, c'est que manipuler ces LED en dehors de l'eau trop longtemps, certains phares ont des risques de surchauffe. Donc, voilà, on manipule un phare, c'est fait pour être dans l'eau, principalement. C'est pas fait pour être dans l'air, sauf si le phare l'indique. Hein, il indique que ce phare peut être utilisé en dehors de l'eau très facilement, comme phare supplémentaire. Je sais pas, quand on se balade ou n'importe quoi, on fait du trekking. Mais en règle générale, les phares sous-marins sont des phares qui risquent de chauffer lorsqu'ils sont manipulés en dehors de l'eau. Donc, prenez aussi ces précautions. Donc les têtes des phares. Donc je vous en ai parlé tout à l'heure avec des têtes de phare qui sont hémisphériques. Donc je ne vais pas m'étendre là-dessus. C'est normalement pour aider à avoir une diffusion plus homogène de l'ensemble de la lumière sur la zone que l'on éclaire. Et ce qu'on veut, ben, c'est effectivement restituer l'ensemble des couleurs hein, de l'objet et apprendre à positionner correctement. Quand on va utiliser l'éclairage, il n'y a plus besoin d'utiliser les filtres. On ne va pas filtrer la lumière qu'on envoie. On envoie de la lumière blanche, on veut qu'elle reste blanche. Hein. Donc les filtres, encore une fois, c'est en lumière naturelle, dans les premiers mètres de la plongée. Après, on n'utilise plus les filtres. Et quand le phare, la lampe vidéo prend le relais, eh bien, on laisse tomber les filtres, on n'utilise pas. De la même manière, dans la plupart des boîtiers, on peut régler un mode sous-marin. Eh bien, pensez à ne pas mettre ce mode sous-marin. Parce qu'en fait, le mode sous-marin, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un ajustement de balance des blancs particulier pour essayer justement de faire cet effet de filtre que nous font les filtres physiques pour pouvoir améliorer le contraste des couleurs sous l'eau. Donc, dès qu'on a un phare, on va rester soit en automatique, soit si on était en nuageux, pourquoi pas, on peut rester en nuageux. Euh, mais on va pas s'amuser justement à modifier la balance des blancs plus que ça. Là, ici, j'ai un positionnement. Le positionnement, il est important. Comme un phare ne va pas pénétrer énormément dans l'eau, hein, il a une portée qui est quand même assez limitée, on va se rapprocher des sujets, on va pouvoir éclairer les premiers plans. Si on fait une scène d'ambiance, on ne pourra pas éclairer le fond. On sera en lumière mixte. Hein, on aura le fond avec la lumière naturelle, et on aura le premier plan qui sera éventuellement éclairé par le phare. Pour bien éclairer le sujet et pour ne pas l'aplatir, pour lui donner du modelé, du relief, si on utilise un phare pour commencer, eh bien, on va faire en sorte que le faisceau arrive à 45 degrés. Hein. Il faut que le faisceau arrive à 45 degrés par rapport au sujet. Donc, on va écarter le phare. Donc, il faut qu'on ait des bras pour pouvoir l'écarter. Ça a l'intérêt aussi, avec un faisceau à 45 degrés, on va chercher à limiter la quantité d'eau qu'on éclaire avec le phare, un peu comme on fait avec les flashs, hein, de manière à éclairer le minimum de particules et ne pas charger la vidéo avec des particules. Donc, un angle important, 45 degrés, ça c'est quelque chose qu'il faut essayer d'avoir. Ce sont des règles de base. Après, on adaptera suivant la situation, mais ce sont des règles de base. Et ce qui est important aussi, c'est de penser à reculer le phare par rapport au boîtier, de manière à ce qu'il ne soit pas devant, mais qu'il soit derrière. On dit derrière le plan de capteur, c'est pas toujours facile à évaluer, mais pas devant. Donc on dit en arrière du hublot. Alors on va regarder un petit peu des exemples, hein, petite série d'exemples. Là, on a une photo qui est sous-exposée.
Donc, ce qui est intéressant, c'est de comprendre pourquoi elle est sous-exposée. Soit on est trop loin du sujet, donc notre phare n'est pas assez puissant, il n'a pas pu aller éclairer le sujet en tant que tel, euh, ou peut-être que bah, il n'est pas adapté, il est trop faible, hein. J'ai un phare qui, par exemple, va avoir 2000 lumens, alors qu'il aurait fallu que j'ai un phare qui ait 10 000 lumens, ou que j'ai 5 phares de 2000 lumens, par exemple. Bon, ce qui est difficile, hein, d'avoir 5 phares côte à côte, on va avoir du mal à y arriver. Mais bon, pas assez puissant. Ou peut-être aussi un manque de sensibilité, c'est-à-dire que peut-être qu'on a fait un réglage sur la sensibilité de notre capteur qui fait que on est trop bas en ISO et donc la lumière rentre pas, il capte pas la lumière, il n'y a pas cette sensibilité. Et donc les corrections, c'est facile. Si on peut se rapprocher du sujet, c'est bien. Si on peut augmenter la puissance du phare, c'est bien. Si on peut augmenter les ISO, c'est bien. Voilà. Ou peut-être les mettre en auto. Quand on est en auto, c'est aussi une manière, en tout cas au niveau du PV1, on vous laisse mettre vos boîtiers en automatique. On n'est pas obligé de rentrer dans les réglages parce que c'est pas ça le but. Le but, c'est apprendre à faire des plans fixes, nets, stables et bien éclairés. Voilà, comme ça, c'est le but. Après, le reste, c'est effectivement moins important et on laisse en place l'auto. On peut avoir un plan avec une zone trop éclairée. Donc là, ici, bah, voilà, soit effectivement on a un éclairage qui est trop puissant ou qui est trop près. Donc un des moyens, effectivement, c'est si on peut réduire la puissance d'éclairage, on peut, ou le reculer. Le fait de reculer un éclairage, l'épaisseur de l'eau augmente, c'est filtré, sa puissance diminue. Donc là, on le voit, en plus en vidéo, on le voit assez bien. C'est l'avantage par rapport au flash, c'est qu'en vidéo, on peut regarder dans son viseur sans prendre la vidéo et on voit si l'éclairage est bien réglé. Donc on réfléchit à l'éclairage et on prend le plan après de ce que l'on veut garder, veut remonter. Parfois, on a des plans qui sont éclairés, mais c'est trop faible, c'est fade, c'est voilà, ça manque en fait de contraste sur tous les points et sur les couleurs. En fait, en fait, on a une prédominance de la lumière naturelle qui est trop importante par rapport à celle du phare. Alors, soit on a un phare qui est pas assez puissant, soit il n'est pas assez près, soit nous, on doit se rapprocher du sujet et peut-être prendre un angle de vue différent parce qu'on veut prendre ce sujet bien éclairé alors qu'on est dans une zone, effectivement, on est proche de la surface, donc on a beaucoup de luminosité qui arrive et qui crée cette prédominance de l'éclairage naturel. Quand on manipule ces phares aussi, on peut avoir on peut avoir des phares qui rentrent dans le champ de vision. Donc ça va faire un halo dans un coin d'image et même parfois des reflets qui vont apparaître au niveau du hublot ou autre chose. Donc là, il y a pas de secret. Il faut reculer le phare, faut pas qu'il soit dans le champ de vision, hein. Et quand on filme avec des dômes, c'est des choses qui peuvent arriver effectivement très très facilement. Le coup classique, comme on a en photo, eh bien on a des particules partout. Là, on sait que ce sont les particules qui renvoient. Donc il faut changer la position du phare, il faut davantage le latéraliser, peut-être davantage l'éloigner, peut-être diminuer un peu sa puissance, de manière à éviter qu'il y ait toute cette neige, en fait, qui encombre l'image, le plan qu'on va prendre, le film qu'on va prendre, et qui va gâcher l'ensemble de la prise de vue telle qu'on l'aura réalisée. Donc, ce qu'on doit retenir au niveau des choix, c'est est-ce que c'est un phare monoled ou multiled? Voilà. Souvent, les phares monoled sont un peu plus chers, mais offrent un blanc de meilleure qualité. L'intensité et la valeur du blanc, hein, en degrés Kelvin, 5000. L'angle qu'il donne, est-ce que c'est un angle à 120 degrés? C'est ce qu'il nous faut en vidéo, en règle générale. L'IRC du blanc, le type de charge que l'on a, est-ce que ce sont des batteries? Est-ce que ce sont des piles? Est-ce que ce sont des accus? Est-ce que c'est intégré ou pas? C'est bien de savoir à l'avance, parce que si ce sont des accus que l'on doit recharger, qu'on retire, qu'on remet, à ce moment-là, c'est bien d'en acheter deux jeux et d'être sûr d'avoir le bon chargeur. Voilà, par exemple. On peut se permettre de mettre un peu d'argent dans un phare parce que c'est un investissement, je dirais, à moyenne durée.
Pourquoi moyenne durée? Bah parce qu'un phare, on va le garder plusieurs années. Bon, la technologie évolue. Elle évolue vite. Donc, je ne sais pas si on gardera un phare 10 ans, mais probablement 5 ans. Donc, on sait que voilà, c'est quelque chose qu'on va pouvoir utiliser pendant une longue période, même si on fait évoluer notre boîtier. On est parti qu'un petit boîtier et on va au fur et à mesure prendre un boîtier plus performant. On va pouvoir garder les phares et on va les garder les phares sur un certain temps. Il faut penser à ça. C'est un investissement à moyen terme, donc on peut se permettre de mettre un peu plus. C'est intéressant parce qu'on va avoir un phare de meilleure qualité, de meilleure texture, et on va le garder forcément plus longtemps. Des questions? Si on a un phare qui a un plus grand angle, on a moins de profondeur de lumière aussi. La lumière éclairera moins loin. Ça dépend de la puissance du phare. Ouais, bah oui, après tu vas jouer sur la puissance, mais la puissance égale. Le grand angle va te permettre de rentrer dans le champ des choses qui sont plus loin et elles ne seront pas éclairées. Si tu n'as pas ton grand angle, ce qui va Compris, en rentrer en fait. fait, Ce que tu vas voir sera plus près. Tu ne verras que les choses proches. Ah, il y a un effet d'écho. Au premier plan, on va dire. Parce que avec davantage de puissance, tu peux imaginer éclairer un peu plus loin, mais tu n'iras jamais loin sous l'eau. Mais si tu prends un grand angle avec 8000 lumens, tu peux être déçu. De toute façon, il éclairera que le premier plan. Ouais. Donc le reste Pourquoi sera une expression déçu? de lumière naturelle. Parce qu'il va pas éclairer aussi loin que tu pourras l'imaginer. Ah oui, d'accord. Ça vaut mieux une Il lampe. faut avoir deux lampes, hein. Il Hmm. faut avoir une lampe à la main avec un faisceau étroit pour chercher, pour fouiner. Et le phare vidéo, lui, il va servir pour la photo, mais il faudra être rapproché, hein, dans tous les cas. Oui, donc la lampe d'Explo, c'est quelque chose qui reste intéressant parce qu'elle nous permet de se trouver, de localiser des sujets. Et c'est pas ce qui va nous permettre d'éclairer une scène vidéo. Est-ce qu'il y a peut-être des modèles ou des références recommandées? Écoute, c'est pas très facile parce que le marché bouge beaucoup, hein. C'est sûr que si tu prends des lampes de marque, elles vont être chères, mais derrière, tu as une certaine sécurité sur la qualité, sur le suivi, sur le service après-vente, sur la garantie. Si après tu vas sur des sites chinois, eh ben, tu peux trouver des bonnes lampes comme des moins bonnes, donc tu as une part de risque. D'une part, tu as une part de risque, et puis d'autre part, qu'est-ce qui se passe si tu as une panne? Tu vois, qu'est-ce que tu vas pouvoir renvoyer ça en Chine pour faire réparer? C'est compliqué. Ok. Eh bien, Voilà. merci en Ok. tout cas. De rien. Eh bien, Merci. merci, passez de bonnes À fêtes. bientôt.